Nouvel entretien sur la chaîne First Team. Aujourd'hui, on est content de recevoir la sensation, la surprise de l'année en NBA, le français Maxime Reynaud. Salut Maxime, comment ça va? Ça va bien et vous? On est ravis de t'avoir. Hein. Ouais. Quelle forme! Tranquille. En plein jet lag en plus. En plein jet lag, 24 heures après l'arrivée de l'avion, tout va très bien. Bon, on peut dire que l'interview elle a déjà commencé avant que ça tourne parce que ça fait une demi-heure que tu es là et on a déjà éludé beaucoup de sujets. Bon, on va essayer de remettre tout ça face aux caméras parce que c'est quand même le but. T'as pas tardé à rentrer en France? J'ai pas tardé à rentrer en France, non, j'ai fait un petit arrêt sur la côte Est quelques jours après la saison. Et puis ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes amis aussi, donc pourquoi pas? Est-ce que quand on dit la sensation et la surprise de la saison en NBA et dans le microcosme du basket français, t'es d'accord avec ça? Ouais, je pense que ouais. Je pense que personne s'attendait vraiment à ce que je performe individuellement comme ça, surtout sur la deuxième moitié de saison. Perso, tu vois, en interne, quand tu travailles et quand tu sais ce que tu veux un petit peu, t'as peut-être un peu plus confiance, mais c'est une bonne surprise. Je pense que c'est bien pour le basket français, je pense que c'est bien pour les Sacramento Kings, et je pense que c'est bien pour moi aussi. Donc c'est juste du positif, quoi. Tu l'as ressenti ça, que la hype entre guillemets médiatique qui vient des US ou même de France, tu l'as ressenti cette saison? Bah les mecs, c'est vous qui m'avez là. Je suis là. On pensait à toi depuis longtemps. Moi, c'est la 7e fois que comme sport me propose un interview. Je fais non, ça m'intéresse pas. Là, j'ai dit bah il va venir. Enfin, il est temps qu'il vienne. Il est mûr. Il a validé. Parle-moi un petit peu justement de toute cette aventure qui commence donc par la draft. On reviendra un petit peu sur ton passage à Stanford. On se souvient qu'au moment de la draft, il y a une hype déjà qui monte un petit peu sur toi. Finalement, t'es drafté que 42e après donc 4 ans du coup à la fac. Comment t'as vécu cette soirée de draft? Bah écoute, comme tu as dit, en fait, je m'attendais peut-être à être probablement late first round, surtout que j'avais eu une très bonne senior saison et le combine s'est plutôt bien passé, j'avais fait un très bon match quand j'avais joué là-bas. Donc je m'attendais plus, ouais, entre 20 et 30. Finalement, je suis arrivé 42, donc bon, c'est juste la deuxième journée, mais en termes d'opportunités et de ce que j'ai pu avoir l'année qui a suivi, pour rien au monde, je changerais ça en fait. Hein. Finalement, ce qui est important, c'est le terrain et c'est ce que tu as une opportunité en tant que rookie. Moi, je considère avoir eu 2 années en une, entre guillemets, tu vois. Et au final, c'est bien passé. Évidemment, sur le moment, tu es un petit peu déçu et peut-être que tu vois, tu regardes un petit peu les noms, tu fais ok, bon, lui, quand je vais le jouer l'année prochaine, faut que je sois prêt. Tu pensais à qui là quand tu disais ça? Non, mais je pense à plein de monde, tu vois. Moi, perso, c'était surtout les intérieurs, tu vois. Et j'en ai un en tête où le premier match où je joue par exemple Derek Quinn à New Orleans, tu vois, je savais que c'était un bon intérieur, je savais qu'il avait beaucoup de hype, etc. Du coup, je me suis dit, bon, bah, faut vraiment que je sois concentré pour celui-là, et je fais un match à 20-20, tu vois. Donc, ça m'a fait plaisir aussi de voir les résultats un peu du taf et de l'aspect compétitif. Mais bon, au final, c'est plutôt bien passé. Et, donc, tu sors quand même de ce soir de draft, t'es drafté par les Kings. Mais t'as un petit goût amer un petit peu. Toujours, ouais, toujours. Et je pense que ça, c'est bien. C'est bien parce que la draft, c'est pas la ligne d'arrivée, tu vois. Au contraire, c'est une nouvelle ligne de départ. Et après, ça s'enchaîne tellement vite. T'as ton Media Day, t'as la Summer League, t'as la pré-saison. Donc en fait, tu t'enchaînes et t'as pas vraiment le temps de dire « Ah, c'est bon, c'est super, je suis en NBA, etc. » En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en plus de ça, bon, avant qu'il se blesse, on avait aussi Domas qui était dans l'équipe, qui était un des meilleurs intérieurs de la ligue. Donc, bon, faut rester concentré, tu vois, parce qu'il y a les coups de solide. Justement, t'arrives aux Kings. Alors, par où on commence? T'arrives aux Kings. Par le début. Comment tu réagis? Déjà, c'est vrai que t'es drafté, ça reste quand même c'est cool. Quelque chose de bien. Il y en a d'autres qui n'ont pas été draftés. T'arrives aux Kings, c'est une franchise qui est en totale reconstruction et en même temps, enfin pas encore à l'époque, mais en même temps, il y a du monde sur ton poste. Donc, est-ce que tu dis que c'est le bon spot pour moi ou est-ce qu'en fait tu te dis waouh, ça va être compliqué? Tu sais, le truc qui est marrant, c'est que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est en Californie, je connais. Parce que j'avais passé quelques années à Stanford dans la Bay Area, donc je me suis dit, bah écoute, je reste local, donc la transition au moins elle va être plus facile que si je partais, je sais pas, n'importe quoi à Miami par exemple, tu vois. Donc ça c'était mon premier point. Et après, le deuxième truc qui est un peu marrant, c'est que nous il y a 2 ans, ma 2e ou 3e année à Stanford, on regardait les Kings pour faire nos plays. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup de split action avec Domas qui attrapait la balle à l'elbow. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je connais déjà un peu leur système. Je les ai déjà beaucoup regardés jouer. C'est en Californie. Je me suis dit, bon, ça, c'est cool, tu vois. Et puis après, je suis arrivé. Et là, tu commences à te rendre compte, OK,
t'as Zach LaVine, ok, t'as DeMar DeRozan, ok, t'as Domas Sabonis, ok, t'as Russell Westbrook qui arrive. Et là, d'un coup, t'as plus de pression et t'as plus d'attente. Tu dis, ok, ça c'est des mecs, il y en a beaucoup qui vont être Hall of Famer, il y a un ancien MVP, il y a des All-Stars. Et donc là, d'un coup, la pression monte un petit peu plus et tu dis, ok, là maintenant, il faut vraiment que je performe. Et même si c'est le training camp, faut que je joue des coudes un peu et que je trouve une place. Et du coup, comment t'as passé ton été? Avant le training camp, tu t'es mis la pression, tu t'es vachement entraîné. Est-ce que t'avais des contacts avec les coéquipiers déjà? Ouais, je suis resté à Sacramento pendant quasiment tout l'été en fait, à part quand on est parti à Vegas pour faire la Summer League. On a eu quelques contacts où en fait, je crois que c'est vers mi-août, on a fait un mini-camp à Los Angeles où on a fait un peu les Rico Hines runs et en même temps on a joué des 5-5 de notre équipe et c'est la première fois du coup que je voyais vraiment les stars entre guillemets, tu vois. Et ça te fait un petit peu une piqûre de rappel parce que en université, t'es un des meilleurs joueurs du pays, tout passe un peu par toi, tu te sens bien. Et là, d'un coup, on te jette un peu au lion et on te dit, bon, voilà, maintenant, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu trouves un rôle ici. Donc ça s'est passé comme ça, mais... C'était difficile, ça parce que on a la sensation que donc, le niveau s'élève naturellement. Les mecs, ça fait 10-15 ans qu'ils sont en NBA, il y a des stars, tu viens de le dire. Sur les premières confrontations, les premiers matchs, tu sens que t'es au niveau, tu galères? Je pense... Je sentais que je pouvais y aller, mais physiquement, il y avait quand même un gros gap. Et du coup, en fait, le but, c'était comment est-ce que je peux remplir, ou du moins raccourcir, je ne sais même pas comment on dit, mais faire en sorte que j'arrive à ce niveau-là le plus vite possible. Et je pense que ça s'est fait progressivement. D'abord en training camp, après j'ai eu quelques did not play au début de la saison. Et puis après, rapidement, quand il y a eu des blessures et que j'ai pu me faufiler un petit peu, j'ai pu montrer que je réussis à m'adapter. Et après, ils m'ont balancé dans la starting line-up. Et après, c'est juste resté comme ça. On sait que la NBA, des fois, tu peux pas parler comme en Europe. Nous, on a l'impression de parler au coach. Coach, au fait, je t'envoie un texto. On peut se voir 20 minutes avant. On sait qu'en NBA, c'est pas comme ça. C'était quoi les promesses, toi, pendant le training camp, quand on te draft? Est-ce que tu parles avec Doug Christie, qui te dit, voilà, mon projet, c'est ça pour toi, avec le GM? Ou alors, en fait, t'es là et en fait, faut qu'on me voit, quoi. Non, j'ai eu de la chance parce qu'on a eu... en fait, c'était leur première année aussi. C'est la première année où Doug n'était pas le coach intérim et c'est la première année où Scott était devenu le GM. Donc en fait, au contraire, ils nous ont beaucoup parlé parce qu'en même temps, pour eux, c'était une manière d'établir, tu vois, l'identité qu'ils voulaient construire chez les Kings. Mais d'un autre côté, ils étaient super réalistes. On dit, bon, écoute, au début de saison, avant qu'on ait toutes ces blessures, Zach, Demar, Russ, Domas, Keegan Murray, ça va être le starting five, on veut être au playoff et ça va se passer comme ça. Au final, bon, il y a eu énormément de blessures, etc. Donc les attentes se sont un petit peu transformées. Mais ce qu'ils ont continué à me répéter, c'est juste, écoute, plus tu peux avoir d'expérience, plus tu peux te donner à fond contre eux et plus tu peux avoir de reps. C'est tout ce qu'on attend de toi, tu vois. Et c'est la seule manière dont tu vas progresser. Et ils ont eu raison, en fait. La seule manière de progresser, c'est juste, tu vas au taf tous les jours, tu essaies de faire de ton mieux et le lendemain, tu vas être un petit peu meilleur, tu vois. À quel point ta vie a changé entre le passage des 4 années en NCAA à Stanford et cette première année de NBA au quotidien? C'est devenu un peu plus professionnel, dans le sens où tout ton temps hors basket, ça reste quand même un peu orienté autour du basket, que ce soit les médias, soit la manière dont tu te reposes, dont tu manges, les déplacements, tu vois, pareil. Mais après, il y a aussi une réalité sociale où je pense, tu changes de ville, tu connais pas encore beaucoup de monde à part tes coéquipiers, donc naturellement, les premières semaines, premiers mois, tu vois, t'es un petit peu plus seul, je trouve, parce que moi, ma famille est restée en France, bien évidemment. Et donc, du coup, il fallait s'adapter un petit peu par rapport à ça. Mais d'un autre côté, les vets ont fait un super job, tu vois, pour nous amener dîner, pour nous amener... Ils ont créé du lien, quoi, vraiment. Exactement. On l'a beaucoup senti, ça, dans la saison. Russell Westbrook, toi, tu l'as dit, qui te cherchait beaucoup sur du jeu à deux. On a vu Demar DeRozan monter au créneau, faire du lobby pour toi, pour que tu sois dans le All-Rookie First Team. Parlons un petit peu de ce rôle de vet, on le sait, mais comment ça se traduit dans le quotidien? C'est des mecs qui en plus ont connu quand même d'autres succès ailleurs avec beaucoup plus de victoires, qui auraient pu avoir une année en se disant vas-y, ça m'a gonflé, et pourtant j'ai l'impression que malgré les résultats dramatiques, on va y revenir, que non, mais ils ont eu ce vrai rôle avec toi, avec toi et avec tous les jeunes de vet. Non mais à fond, et je pense que ça en dit long sur leur caractère, tu vois. C'est vraiment des mecs bien, c'est des mecs qui kiffent le basket et qui sont prêts à partager tout ce qu'ils ont. C'est une relation très ambivalente dans le sens où d'un côté,
ils te font faire tous les trucs relous imaginables auxquels tu peux penser. Le bisutage du rookie. Mais à mort. Donc, les sacs à dos, tu vas m'apporter les donuts, tiens, j'ai besoin de je sais pas, j'ai n'importe quoi, de lumière, de ce que tu veux, tu vas à CVS, tu vas acheter pour eux. Voilà. Mais d'un autre côté, s'ils te voient baisser la tête une seule fois à l'entraînement, ils vont venir te parler, ils vont dire non, toi, tu continues à shooter, tu continues à jouer, on s'en fout, on veut que tu sois là pour progresser, t'es un bon joueur, machin. S'il y a les médias qui commencent un petit peu à rentrer dans ton oreille, etc., machin, eux, ils vont leur parler en disant non, on fait pas ça, en fait, nous, on est là pour les protéger. Si sur le terrain, il y a un mec qui veut commencer à parler un peu trop, qui veut se péter, etc., ils sont là, ils vont monter direct. Donc en fait, c'est vraiment un rôle de grand frère qu'ils ont à notre égard. Et on a été super chanceux. Et quand en plus de ça, c'est des joueurs de cette qualité-là, moi, j'ai vraiment l'impression que Ross, il a initié ma carrière, tu vois. Il a allumé la flamme un petit peu, il a commencé à me servir, il m'a expliqué, écoute, pour l'instant, ça doit vraiment être tes spots, trouve-toi ici, etc. Et ça m'a tellement aidé. Ça m'a fait kiffer aussi. Tu t'es là, t'es gosse, tu regardes Russ avec l'équipe des US, tu regardes avec OKC, tu regardes Demar quand il était à Toronto, etc. Maintenant, tu joues avec eux, c'est un truc de ouf. Je vais pas te mentir, j'aurais fait signer des maillots. C'est quand même tes coéquipiers, le mec qui joue avec Russell Westbrook, DeMar DeRozan et tout ça. Mais est-ce que très rapidement tu casses ce truc-là justement? Ça devient vite tes teammates plus que tes idoles d'enfance. À fond. Et surtout Russ, c'est un mec très. Tu vois, il est tchatcheur, il est très charismatique, et donc en fait très rapidement tu rentres dedans. Mais d'un autre côté, de par leur éthique de travail et de par l'intensité qu'ils mettent, soit verbale, soit juste corporelle dans tout ce qu'ils font relié au basket, ça te force quand même à dire ok, il y a un autre niveau, faut qu'on soit là-dessus. Mais ouais, très rapidement ils te mettent à l'aise. Et en vrai, si c'était pas le cas, ça reste un sport d'équipe, tu vois, t'es obligé de t'adapter. Mais ouais, c'était cool, tu vois, les 2-3 premières semaines, t'es quand même un peu impressionné, quoi. Un peu starstruck, quoi. Russell Westbrook, on en a beaucoup parlé ici. Moi, j'ai pas toujours été très tendre avec lui, mais c'est un mec qui a été beaucoup critiqué. Ça a même dépassé le cadre du basket. Mm-hmm. Est-ce que tu sens, on voit que c'est un passionné du basket encore. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est un mec qui se considère pas jugé à sa juste valeur, considéré à sa juste valeur? Est-ce que tu sens que c'est un mec un peu écorché vif, ouais. Mais en fait, faut comprendre un truc. Les gars comme ça, ils viennent tellement loin dans leur vie, genre avant le basket, que déjà, avoir accompli tout ce qu'ils ont accompli, c'est inimaginable et c'est plus que n'importe quel média pourra couvrir pour toujours. Maintenant, si on regarde juste le basket, il est top 5 passeurs all-time. Il me semble qu'il est premier scoreur all-time. Je parle pour les meneurs. Pour les meneurs. Top 5 passeurs all-time. Je crois qu'il est premier scoreur all-time pour les meneurs ou proche de ça. Premier rebondeur all-time. Triple-double, most all-time. MVP. En fait, c'est un truc de fou. C'est un first ballot Hall of Famer. Il n'y a aucune discussion. C'est un des gars dans la ligue où tu vois, tu as des gars parfois qui sont très bons, mais qui sont peut-être un peu nonchalants, etc. Quand tu le vois sur le terrain, tu sais qu'il va te donner 2000% quoi qu'il en soit. Tu sais qu'il va jamais perdre son match-up. Et on parle de ça comme c'est normal. Ça fait 18 ans qu'il est dans la ligue. Alors que, tu vois, des athlètes aussi fous, au bout de quelques années, normalement, je sais pas, c'est tes genoux, c'est ton dos, c'est ton truc, machin. C'est incroyable ce qu'ils font. Et si j'étends ça un petit peu plus, tu vois, c'est comme des mecs, comme des LeBron, tu vois. C'est dingue. Mais d'un côté, quand t'arrives à un niveau de greatness tellement haut et que t'as fait tellement de trucs dans la ligue, on va toujours essayer de chipoter un petit peu et on va essayer de faire des médailles. Mais la réalité, c'est qu'il y a personne d'autre qui a fait ce qu'il a fait. Tu le sens affecté, lui, par les critiques qu'il y a. Il y en a encore eu un peu même cette année, alors que cette année, il est plutôt irréprochable dans une équipe dont on n'attend pas grand-chose. Tu sens qu'il est encore affecté un peu par ça, ou on voit qu'avec la presse, il y a toujours ce petit truc, ou lui, tu le sens au-dessus? Je pense qu'il réussit à être au-dessus de ça, ou du moins, il réussit à être professionnel avec nous, dans le sens où ça n'a jamais affecté notre vestiaire, ça n'a jamais affecté nos entraînements, etc. Après, il y a des moments où c'est lui, en 1 à 1 avec la presse, il va dire ce qu'il pense, tu vois. Mais non, nous, c'était tous les jours la bonne humeur, l'énergie, le trash talk. Et moi, ce que je kiffais, tu vois, c'est quand il commence à raconter des petites histoires de trucs qui sont passés à 10-12 ans, tu vois, c'est incroyable. Mais non. Et c'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est fou, tu vois. Mais moi, de mon côté, en tout cas, je dirais que du bien, tu vois. Est-ce qu'on peut poser un peu la même question pour DeRozan? Ils n'ont pas la même carrière, évidemment, mais ça reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, sans aucun doute. C'est pas du tout le même caractère, les deux. Ouais. Vraiment, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et le truc, c'est les meilleurs amis du monde.
Ah, ils sont très... Ah ouais, c'est des gars c'est de LA. c'est les frères. Ok. Ils viennent un peu du... Ouais. Il me semble qu'ils viennent à peu près du même, du même district, etc. Mais DeRozan, c'est l'inverse, il va pas dire un mot, mais lui, c'est que ses actes. Et tu vois, c'était marrant parce qu'en pré-saison, les 3-4 premiers matchs de pré-saison, moi, j'avais pas compris que pour les vétérans, c'était juste une manière de... Tu vois, on court un peu, on se remet en forme et on s'échauffe, tu vois. Je crois qu'il avait pris... mais vraiment, je crois qu'il avait pris 6 ou 7 tirs sur 4 matchs. Je me suis dit, mais... Ok, année 17, il est fatigué un peu, etc. Le lendemain, ou 2 jours après, on joue notre premier match de la saison. Je crois finir avec 28 ou 30 un truc comme ça. Je me retourne à côté de Zach, je dis, mais en fait, il est chaud là, ton ref là, tu vois. Et lui, c'est juste, il va jamais rien te dire. Il va jamais être négatif, ni rien. Mais par contre, il va être là tous les jours. La plupart des vêtements, tu vois, ils viennent à l'entraînement, pile à l'heure, etc. Machin. Lui, il est tous les soirs, tous les jours avant l'entraînement, tôt. S'il y a un échauffourée ou quoi, il est première ligne tous les jours, il n'a pas peur du tout. Et d'un autre côté, c'est un gamin de ouf dans notre groupe chat, tu vois, il envoie des vidéos de AI d'autres joueurs en train de faire des dingueries et tout ça. Et c'est On les connaît bien, Ouais, c'est ouais, archi- mais, parce qu'il y a quand même un monde où, tu vois, le gars, il a 36, 37 ans, il a 4-5 enfants, machin, mais il t'envoie des vidéos de AI, de Rust qui fait... Enfin, bref, moi, je n'ai pas compris ça. Mais ouais, les deux sont très différents dans la manière dont ils l'approchent, mais c'est le même amour pour le basket et c'est le même esprit compétitif. Et c'était un plaisir. Je sens quand tu parles que vraiment vous avez tissé des vrais liens. On le ressent nous de France, Ouais. mais là quand t'en parles, tu vois, j'entends un gars qui t'as réussi à t'épanouir. T'es bien grâce tombé. à eux, En fait, t'es bien tombé. Ouais. Indépendamment des résultats, bien sûr. Ouais. Bah, évidemment, si tu gagnes, tout ça, ça se fait x 1000, tu vois. Et Non, mais quand tu perds, c'est- ça peut être pire en fait. Ouais. Mais exactement. Et en fait, là, on a eu énormément de chance, c'est que c'est des vétérans qui ont tellement d'expérience qu'ils n'ont pas laissé ça affecter notre vestiaire trop affecter notre vestiaire. Et pour nous, en tant que jeunes, surtout à la fin, où je crois qu'il y avait un moment, on n'avait même pas assez de joueurs. Enfin, on a dû signer des gars pour avoir assez de joueurs pour commencer un match, tu vois. Et du coup, c'était vraiment juste, bon, les jeunes, développez-vous. Et ben, même quand c'était comme ça, ils ont continué à être les mêmes. Et moi, personnellement, c'est comme ça que tu vois le caractère d'une personne, tu vois. Peu importe ce qui se passe en dehors, etc., ils restent les mêmes. Et je pense aussi dans mon développement en tant que jeune homme, tu vois, c'était des exemples à ce niveau-là. Toi, il va y avoir une période, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le moment où il y a beaucoup de blessés, on te lance, et là, en fait, on te donne la main et tu prends le bras. Ouais. Et tu vas plus jamais le lâcher. Ouais. Tu l'as senti venir à un moment donné, tu t'es dit, bon, ok, bon, je l'aime bien, Sabonis, mais bon, il est pété, on sait pas quand, vas-y, je joue. Et là, d'un coup, on sent que t'es prêt, en fait. Ouais. Le fait d'avoir fait 4 ans de fac aussi, d'arriver prêt en NBA, tout ça, tu te dis, ça, c'est machin, j'avais pas besoin de plus. Je pense que ce que tu as dit, avoir les 4 ans d'expérience, tu vois, quand je suis arrivé en NCA, j'aimais pas quand ils me disaient, non, mais tu vois, eux, ils sont plus expérimentés, plus machin, etc. Mais en fait, une fois que tu réalises à quel point ça affecte. Mais il y a vraiment eu un déclic, c'était fin novembre, début décembre, on joue Utah à l'extérieur et après on joue les Rockets. Et c'est les 2 matchs où Russ, il me dit, bon, écoute, je vais passer la balle tout le temps là, dès que tu la touches, tu shootes. Et 4e quart-temps, je mets 16 points à Utah. Et ensuite, le lendemain, contre Sengun, Steven Adams, etc., je mets 25, qui était mon career high à l'époque. Et juste après ça, il me start contre Miami. Et là, on a une victoire. J'ai mon premier double-double en tant que starter, etc. Et après, là, on est parti. Mais ces 3 matchs, ça a vraiment tout fait basculer pour moi. Et en fait, c'était... c'est bête, mais parfois, quand tu commences à agir comme si tu étais un starter, quand tu es sur le terrain, entre guillemets, avec la confiance, avec le swagger un petit peu, etc., ben parfois, tu as juste la performance qui suit, en fait. Parce que si tu as la préparation derrière, ça vient ensemble. Et comment tu t'es préparé alors du coup pour avoir ce déclic-là? C'est naturellement, tu veux étais dire? peut-être déjà prêt. Ouais. peut-être. Non, mais juste, C'est quoi tu le te réveilles à 5h du bar tous les jours, tu fais tes entraînements à 6h, tu vois. D'accord. C'est- C'était pas le cas avant, tu veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est un truc... Couché à qui- 5 heures avant. Non, Ça, c'est nous, ça. non, c'est mais ça, c'est un truc qui s'est fait, comme tu as dit, sur les 4 années d'NCA avant. C'est un truc qui, tous les jours, tu le répètes, tu vois. Mon flotteur, par exemple, je pense, était un des meilleurs de la NBA. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 3 mois, c'est quelque chose, ça fait 3, 4, 5 ans que je bosse dessus. Mais là, comme tu l'as dit, une fois que l'opportunité s'est présentée, j'ai juste foncé dessus et je l'ai pas lâché depuis. Mais ouais, parfois, c'est tout ce qu'il te faut. Et voilà. Après, c'est que le début, tu vois. Il reste encore à confirmer. T'as fait 1 an avec beaucoup de blessés dans une équipe qui gagnait pas beaucoup.
Bon, maintenant, il faut le voir si tu peux le reproduire dans une équipe qui gagne, avec un roster complètement en bonne santé. Donc, bon, il y a encore énormément à prouver, mais ça reste une bonne base, tu vois. Tu parlais de ton flotteur, parlons un peu de ton profil, on a très peu parlé de basket jusque-là. Donc t'es grand, ça y a pas de doute. T'as des mains en or, on peut le dire quand même. Tir externe. Expert, hein. Super. Expert dans l'analyse. Non, mais ça, tu- ça a pas de doute. ça fait 20 ans que je suis au basket. Même dans la vie, hein, c'est rare, c'est rare. Sa T'es première grand, qualité hein. à Maxime, il est grand. Il est grand. Il est grand. Et crois-moi, j'en ai vu des basketteurs. Il est grand. N'oubliez pas que 50% des hommes de plus de 2m20 sont en NBA. Bon, il est presque à 2m20, mais bon, bref. Non, mais des mains en or sur Charles Roll, on t'a vu faire des trucs, ta relation sur pick and roll avec Russ, entre autres. Dis-nous un peu comment tu as réussi à ce que ton profil plutôt attaquant, on viendra évidemment sur le reste, hein, plus Sur le tard, terrain- sur le terrain enfant. n'est-ce pas comment tu as réussi à justement prendre confiance et devenir un mec qui fait des doubles-doubles tout le temps, tu vois, je parle vraiment de l'aspect basket, là, pas de l'aspect mental. Je pense que j'ai juste essayé de me concentrer sur ce qui marchait, dans le sens où en NCAA, j'avais une panoplie offensive qui était peut-être un petit peu plus large parce que je pense que j'avais l'expérience contre des joueurs NCAA et contre des physiques NCAA. Mais quand j'arrivais en NBA, évidemment, tu as un gap qui s'élève. Et du coup, ce que j'ai essayé de voir, c'est, OK, où est-ce que je peux réussir à avoir mon tir où je me sens bien? Quels sont mes espaces? Et en fait, j'ai réalisé que vraiment, ce mid-range flotteur, soit les bigs, ils sont vraiment en deep drop, et du coup, ils t'attendent super, super bas, donc en fait, tu as juste à le sortir. Soit, au contraire, ils veulent que le meneur sorte la balle rapidement, et du coup, ils font un énorme blitz, tu vois. Et dans les deux cas, moi, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec la balle dans ce short roll, et du coup, je me suis dit, bah écoute, si je me concentre là-dessus et que je réussis à mettre ces tirs-là, naturellement, ça va ouvrir d'autres trucs. Et du coup, tu vois, tu commences avec un flotteur, après, tu essaies de faire un petit pump fake, tu passes, après, s'il y a une aide qui vient, là, tu commences à lâcher tes passes au corner, etc. Et du coup, j'ai juste construit ça comme ça. Et je pense, du coup, c'était à moitié du fil et des discussions avec les joueurs et les coachs. Et l'autre moitié, je pense, c'était aussi, tu vois, beaucoup d'analyses vidéo aussi. Tu regardes toujours les matchs, tu regardes d'autres gars, etc. Et tu te rends compte, là où il y a des espaces. Je pense que tu n'étais pas scouté aussi, quelque part. Tu étais un jeune rookie début, de fin de deuxième tour en disant écoute, sur Westbrook, on va lui faire lâcher la balle et on va voir ce qu'il a dans le bide, le gamin. Exactement. Ça t'a profité, ça? Exactement. Sur les premières semaines, carrément. Et par contre, après, quand on est revenu du All-Star Break, là, tu sens que tout de suite, il t'envoie la balle dans le short roll. D'un coup, t'as 2-3 mains qui sont déjà là. Donc, ouais, ça s'adapte. Et j'en ai parlé beaucoup avec Malik Monk qui me dit écoute, t'as été super bon à ça, maintenant il faut que tu trouves un counter à ça, et une fois que eux ils vont trouver un counter à ton counter, t'essayes de trouver quelque chose d'autre, que ce soit un autre move, que ce soit un autre spacing, etc. Et à ce moment-là, c'est là où juste, c'est un petit peu un jeu d'échecs, tu vois, c'est action-réaction, et c'est à ça que sert la off-saison. Est-ce qu'il y a des trucs... C'est quoi parce que tu l'as dit, ça m'intéresse, tu dis que tu fais beaucoup de vidéos sur toi-même, mais quels sont les joueurs que tu as plus regardé justement pour développer cette efficacité? Évidemment, tu vois, Jokic, voilà, ça c'est... Je connais pas. Bon, il est trop sombre pourtant. Dans le jeu, tu veux dire? Il est bon. Le chien, on l'appelle. Jokic, c'est fort. Ça veut dire quoi, il me ressemble, frère? Trop simple. Non, mais charisme, cheval, je sais pas. Cheval, là, ouais, t'as des infos, apparemment. N'importe quoi. Jokic, c'est cool. Je regarde un peu de Sengun aussi au début. J'aime bien regarder aussi des gars qui ont été dans la ligue depuis super longtemps, tu vois. Genre, par exemple, un gars comme Kevin Love, qu'on a joué 4 fois contre Utah. Son jeu a un peu évolué au fur et à mesure des années, tu vois. Et naturellement, quand t'as plus les cannes, quand t'as plus les trucs, t'essaies de jouer plus smart que physique ou plus que, tu vois. Et du coup, j'essaie de voir, écoute, si je peux associer mes qualités physiques qui sont pas grandioses déjà, mais avec des moves un petit peu plus smart et à savoir comment utiliser l'espace, etc. Moi, ça va m'aider, ça va aider Russ parce que Russ aussi, il y a une réalité, c'est qu'il veut taper des records. Donc, plus il me fait la passe, plus il a de chance d'avoir des assists. Donc ouais, j'ai juste suivi ça et puis après c'est parti. Il y a des choses que tu as enlevées de ta panoplie offensive de NCAA par rapport à celle de l'NBA? Tu vois, au début de l'année, je crois que je shootais 5 ou 6 tirs à 3 points en NCAA l'année dernière. Et au début de l'année, ça a complètement chuté, j'en shootais plus du tout.
Et par contre, après, je l'ai rajouté en deuxième partie de saison, bon, encore beaucoup moins qu'avant, mais du coup, je crois qu'il finit à 33% sur la saison. Mais c'était un truc où, au début, je galérais un peu, tu vois, et même à l'entraînement, je me sentais pas complètement confiant avec. Donc je lui dis, tu sais quoi, c'est pas la priorité pour l'instant. Pour l'instant, on veut faire un truc qui marche. Je bosse dessus à côté, et puis après, en deuxième partie de saison, une fois que ça marchait plus à l'entraînement, là, on l'ajoute. Et en plus de ça, vu la tournure que la saison avait prise, t'es plus dans une optique de développement. Donc c'est fou comment il en parle. J'ai l'impression que tu sais, bon, t'aimes bien les maths, donc on peut un peu parler de ça, mais tu sais, t'additionnes des trucs, tu vois, tu remplis des cases comme si t'étais un robot, j'en sais rien, mais en tout cas, tu vois, que c'était tout dans le psyché, alors que là, on parle de jouer au basket à un moment donné, tu vois. Du coup, je prolonge ce que tu dis avec une question. Tu travailles pour devenir quel type de joueur? Jokic. Oui. Juste pour répondre à ta question, je trouve que la préparation que tu peux avoir, là, tu peux y passer autant de temps et autant de cérébral que tu veux parce que tu te prépares et juste tu regardes les différents cas, les différents machins. Et mais après, une fois que tu es sur le terrain, ça devient automatique, donc tu n'y penses plus. Moi, c'est comme ça que je divise un petit peu, tu vois. En dehors du terrain, j'ai le temps, je peux me préparer. Sur le terrain, juste tu joues. Et pour répondre à ta question, pour l'instant, j'essaye pas de me mettre de limitation dans quoi que ce soit. J'ai juste de me dire, ok, j'ai ça qui marche, donc il faut que je m'assure que pour la saison prochaine, il y a au moins ça qui marche. Et en plus de ça, j'ai envie de rajouter, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois, un 3 points et un move au poste. Et si chaque année, je peux réussir à rajouter un ou deux moves, un ou deux tirs, bloquer un tir de plus, avoir une interception de plus, etc., dans 5-6 ans, t'ajoutes tout ça, d'un coup tu tournes en 25, 15, 15, je dis n'importe quoi, tu vois, et t'es arrivé là où tu veux arriver. Donc moi, c'est comme ça que j'y pense. J'aime pas trop m'éloigner et me dire... tiens, j'ai envie d'être Jokic, parce que l'écart là, il est trop grand. J'essaie juste de le découper en petits morceaux. On va dire, ok, c'est quoi cet été? On fait ça. Tu sais, ce qui est fou, quand tu dis ça, nous, on a eu la chance d'avoir Victor quand il était à Levallois, c'est une construction de chacun complètement opposé. Victor, c'est un mec qui veut tout essayer et voir après. Et toi, il y a un côté un peu pragmatique à dire, je vais rajouter petit à petit les choses. Ouais. Ça te fait pas ça? Je suis d'accord. Justement, on parle de Victor. Cette année, t'as joué contre Victor, que tu connais depuis très longtemps. T'as mis 32 points face à Victor, dans une défaite. Mais bon, c'est un peu un pléonasme cette année. Parle-nous un petit peu de ta relation avec Victor, que tu connais depuis tout gamin. Ouais, du coup, on se connaît depuis longtemps. Il est sympa? On a... ouais. Le mec, il détruit tout. Sale mec, de ouf. Non, j'ai pas envie de le voir. Mais non, très cool, bien évidemment. Du coup, on a joué l'un contre l'autre d'abord quand il était à Nanterre. Moi, j'étais à Charenton. On a fait des trucs intercomités parisiens, machin. Puis, on a commencé à jouer ensemble en équipe de France, d'abord chez les U16. Et puis après, je l'ai rejoint à Nanterre pour une année. Et ouais, non, c'est un gars incroyable déjà, humainement, c'est un pote et c'est un mec que j'apprécie, toute proportion gardée, en dehors du basket, machin. Mais en plus de ça, c'est le mec, c'est un des meilleurs joueurs de basket du monde en ce moment, tu vois, c'est génial. Et du coup, c'est cool parce que je pense que ça me donne de la motivation en plus de me dire, tu vois, tu joues contre ton gars, donc tu as envie de jouer un petit peu mieux. Et en plus de ça, tu joues contre un des meilleurs joueurs du monde, donc tu es obligé de ramener ton A-game, tu vois. Mais non, c'est trop cool. C'est toujours sympa de jouer. On est allé dîner après qu'on ait joué à San Antonio aussi. Donc non, je pense qu'on a une bonne relation en plus de ça. Et les étés avec les équipes de France aussi, ça va être des moments sympas pour passer du temps ensemble et jouer ensemble. Parce que c'est plus cool de jouer avec lui que contre lui. et ouais, non, c'est génial. Quand on joue ensemble à Nanterre, se dire que tu vois, dans 5-6 ans, on va jouer l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. Vous avez déjà une discussion à l'époque? Ouais, bien sûr. Non, par contre, tu vois, tu disais juste avant que lui voulait tout essayer, voir ce qui marchait. Bon, je vais pas m'en cacher aussi. Tu vois, j'ai aussi envie d'arriver à ce niveau-là et je m'en cache pas. C'est juste mon approche est un peu différente. Mais bien évidemment, t'as des aspirations qui sont très hautes et je pense qu'on s'en est pas caché. Du tout. Du coup, Victor, je vais te parler de l'équipe de France et de Victor après, mais on a vu une belle photo quand vous avez joué l'un contre l'autre, c'est qu'après vous avez joué aux échecs. Alors on sait que Victor est considéré aussi comme un cerveau, mais dans le basket français, j'ai l'impression que le cerveau, c'est quand même toi le numéro 1, parce que je veux qu'on revienne absolument là-dessus après. Qui a gagné aux échecs? J'ai gagné. Ah voilà. J'ai gagné, ouais.
Mais c'est cool. En fait, c'est cool que sa notoriété, du coup, ait pu mettre la lumière là-dessus. Et je trouve ça génial que les médias sport et non-sport réalisent que, bon, on est tous des athlètes, mais il y a aussi une autre dimension à ça. Et que ce soit une dimension cérébrale, mais aussi, tu vois, c'est un businessman. T'as tous les plans avec les marques, les médias, les trucs, les machins, en dehors du basket. Et je trouve que c'était cool parce que, tu vois, ce genre d'image-là fait un peu parler de ce monde-là aussi, qui fait partie complètement de l'environnement et du paysage du sport professionnel. Donc non, je trouvais ça cool. T'es un très bon joueur d'échecs. Je pense que je suis solide. Je pense... Coup du berger et tout. Non. Pas encore. Pas encore, mais coup du berger, c'est la base. Mais c'est la base, c'est con, ton quoi. layup main droite. Ouais, coup du berger. Moi, je joue aux échecs avec des enfants de 6 ans et je perds. Donc, Nickel. Non, mais... Sylvain Delorme, ceux qui connaissent Sylvain Delorme, excellent joueur d'échecs. Voilà. Non, mais tu l'aimes dropper une kilo. parce que moi je me suis fait parce que la seule fois que je jouais aux échecs contre lui, il m'a marbré. Ah, très bien. Et je faisais chaque fois le coup du berger, il me fait non mais ça c'est trop facile à contrer. Et chaque fois, Non, mais c'est vraiment le truc qu'on t'apprend aux gens. Ouais, voilà. D'accord. Mais non, mais enfin, je pense, je suis bon, tu vois. J'ai appris un truc dans la vie, par contre, je vais pas commencer à parler parce que si je tombe sur quelqu'un qui est vraiment chaud, qui me défonce, ça va pas être cool. Mais non, je jouais un peu, surtout au lycée, quand j'avais pas mal de temps, je jouais beaucoup. Là maintenant, je joue un petit peu moins, mais j'ai des bons restes, tu vois. Quand tu vois tes coéquipiers dans le vestiaire et tout ça, est-ce que tu te considères C'est comme une un question vrai... qui commence très Ouais, très mal. non. Bah, tu vas aller où avec ça Tu vas aller où avec ça Si je l'ai en dehors aussi, hein. Est-ce que tu... Non, mais dans le vestiaire, quand t'es en communauté et tout, est-ce que là, cette année rookie te fait vraiment sentir que t'es un intello par rapport à eux? Non, même pas. Non, c'est important. Tu peux pas te mettre comme ça sur les gens. Non, au contraire. Le nombre de trucs qu'ils m'ont appris, c'est phénoménal. Que ce soit sur déjà le côté financier. C'est un niveau de fortune, je sais pas si on appelle ça comme ça, auquel j'ai jamais touché dans ma vie. on rappelle que t'as un contrat de 3 ans pour à peu près 6 millions de dollars. Hein. À peu près, ouais. Et bah, du coup, comment tu appréhendes ça sur un côté, c'est aussi des pères de famille qui ont des enfants. Comment est-ce que tu manages être à l'extérieur la moitié de l'année, avoir toute l'attention médiatique, etc., et ta vie de famille? Comment est-ce que tu te présentes au monde? Comment est-ce que tu gères ta nutrition, tes entraînements, ton machin? Mais je connaissais rien du tout. Hein. Je connaissais rien du tout. Et au contraire, je pense que la meilleure qualité que tu peux avoir dans ces environnements-là, c'est pouvoir poser des questions et écouter. Hein. Et je pense que c'est le cas quand tu arrives dans n'importe quel nouvel environnement. Et non, au contraire, non, j'ai appris plein de trucs. Pour revenir donc du coup à la relation avec Victor, mais plus surtout ouvrir sur l'équipe de France. Ouais. Il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine, tu l'as peut-être vue, c'est la Coupe du Monde qui aura lieu en France trop bien. en 2031. Et honnêtement, cette Coupe du Monde, les gars, on vous adore, mais on va encore plus vous aimer parce qu'elle est faite pour votre génération. Bande de petits bâtards. Bande de petits bâtards. Elle est pour vous, cette Coupe du Monde. Donc, parle-moi un petit peu, on t'a pas encore... Tu fais le rageux, tu vas commenter, toi. Tu vas faire c'est clair. Je vais commenter. C'est notre génération. Alors, je viens de dire le prix de ton contrat. Si tu veux nous acheter les droits, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais... Mais j'adorais les commentateurs, on les débriefera. T'as raison. Mais t'as raison. Et t'as raison de dire ça. C'est une fête pour tous les fans de basket français, joueurs, public, commentateurs, tout ce qu'on veut. On t'a pas encore vu avec les A'. Où t'en es un petit peu? Parce que tout court. Pourquoi je dis A'? Avec les... Je pense à Thomas Larouki, c'est pour ça. Avec Léa, on t'a pas encore vu. Où t'en es un petit peu dans les relations avec Freddy Fotoux et Boris Dio? Je vais y arriver. Tu veux un café? Ça va? Je me suis un peu emballé. Freddy Fnagel, incroyable. Freddy Fnagel, frère. C'est qui sa famille? Légende de l'élan Bernet des années 80-90. Grand shooter, non mais je te sans déconner. Hein. Un peu de culture, les gars. Je crois que je n'ai même pas une idée encore à cette époque. Mais tu devrais, c'était un joueur fantastique. Et Lambernet, 80. Je t'enverrai le lien. Ok, avec plaisir. Non, écoute, pour être un peu plus sérieux, la première fois que je suis rentré en contact avec eux, c'était juste avant les JO 2024 qui étaient aussi à Paris, du coup, pour faire partenaire d'entraînement. Il me semble qu'ils avaient pris 2-3 jeunes pour faire les entraînements avant que les joueurs NBA arrivent. Et du coup, c'était ma première expérience avec le groupe A. Et puis, mon été après que je sois drafté, évidemment, il y a eu la blessure de Vincent Poirier, il y a eu quelques désistements, etc. Et du coup, il y avait un petit peu un spot ouvert pour l'Eurobasket. Ils t'ont appelé cet été Et ils m'ont appelé cet été, mais vu que la norme, entre guillemets, pour les joueurs qui viennent de se faire drafter, généralement, c'est de rester avec leur franchise, au moins pendant l'été, pour s'acclimater au monde NBA. Donc, ça ne s'était pas fait.
Mais par contre, cette année, à plusieurs reprises, Boris est venu regarder des matchs, on a déjeuné, on a dîné ensemble, on a un petit peu échangé. J'ai l'impression que, un petit peu comme ce que tu viens de dire avec 2031, aussi les JO 2028, etc., Frédéric Fautou, qui est le nouveau coach, j'ai un petit peu l'impression qu'ils ont envie de commencer un nouveau cycle, tu vois. On a une génération de fous avec Nico, Evan, Rudy, machin, etc., qui n'est pas terminée, hein, c'est encore des gros joueurs, etc. Nico, mais j'ai l'impression... Nico aussi. Nico, oui, ça, Non, j'ai pensé à les Nico, deux. Pour l'équipe de France, en tout cas. non, mais Oui, on est d'accord. absolument. Mais j'ai l'impression aussi que ils comprennent qu'il y a un moment, ils commencent à vieillir un petit peu et qu'ils essayent de commencer un nouveau cycle. Et j'imagine que je fais partie de cette génération-là, entre guillemets, qui va porter le basket français bientôt. Donc moi, de mon côté, évidemment, c'est un plaisir et honneur d'être appelé à chaque fois. Et le plus tôt... Tu peux être dispo dès cet été. On rappelle qu'il y a deux fenêtres internationales, en juillet et en août. Important. Qualif Coupe du Monde. Donc ouais, bien sûr. C'est l'un de tes objectifs. Ouais, voilà. carrément. Mais là, Maxime, honnêtement, quand on se projette sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années, quand on est un jeune talent comme toi, et ça va être Victor, le fer de lance évidemment, mais derrière, on voit le roster qu'il y a. Il n'y a pas que Victor. Il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles pour prendre une revanche sur les Américains. On en rêve. Chez eux, évidemment. Évidemment. Il y a la Coupe du Monde derrière en France, mais c'est... Des Eurobasket, toujours. Honnêtement, c'est rêvé et je pense que ça en dit tellement long sur le basket français. Déjà, la ferveur qu'on avait eue au JO en général, mais d'autant plus pour le basket où tu as les filles et les gars qui sont arrivés en finale. Évidemment, tu veux l'or, donc c'est pas idéal, mais recevoir la Coupe du Monde en 2031, c'est incroyable. Ça donne une motivation supplémentaire, tu vois. Ça va être jouer devant ta famille, jouer dans ton pays, devant ton public. Et au-delà de ça, 2028, tu vas aller taper les Américains chez eux sur leur sol. Que demande le peuple, tu vois, c'est tout ce qu'on peut rêver. Donc non, c'est une perspective super. Ça me donne, tu sais, que de rien que d'en parler, là, les années qui nous attendent pour nous, observateurs, ça va être extraordinaire. Là, vraiment. Le secteur intérieur, il est quand même assez robuste, hein, tu vois, entre nos anciens d'Euroleague, de Mathias Le Sort, Vincent Poirier, j'espère ne pas en oublier comme Moussfal, ça. mais bon, il est plus trop dans les papiers et tous les nouveaux, là, les premiers, les premières Victor, années, toi, Alex Ossard. Alex, ouais, aussi. Vous êtes très nombreux, hein. Bah, écoute, et on oublie, c'est sûr qu'on oublie les gens, on est désolé si vous nous avez écouté, mais la bataille va être féroce. Mais c'est un problème de riches, et honnêtement, parfait. Nous, ça va nous rendre meilleurs individuellement, l'équipe, ça va la rendre meilleure collectivement, c'est tout ce qu'on veut, tu vois. C'est tout ce qu'on veut. Faut nous trouver un meneur, par contre, hein. Bon, il y a Sylvain, hein. Ouais, bah, faut trouver 3 meneurs, alors si tu préfères. Oui, d'accord, mais Sylvain, c'est quand même mieux. Sylvain, Mathieu, quand même, Sylvain, il est quand même en liste pour être MVP d'Euroleague, quoi. Tout à fait. Mais même le truc, enfin, en tout cas, moi, ce que je vois et qui me présage, c'est que cette draft, là, on a eu le plus de joueurs français draftés all-time en un an, tu vois. Donc, peut-être pas dans 3 ans pour les JO, mais en tout cas, si tu regardes 2031, t'as déjà tellement de gars qui vont avoir énormément d'expérience, donc que ce soit des Nolan, par exemple. Nolan en 2028, 2031... Tu vois ce que je veux dire? Nolan, il était aussi partenaire d'entraînement à l'époque où moi j'étais en 2024. Donc, il y a ça. Mathieu, qui a déjà énormément d'expérience pour un gars de son âge. Kylian. Mathieu, ressenti, il a 44 ans. Non, mais exactement. Mais Kylian, pareil. Kylian, il a quoi? Il a 2 ans de moins que moi. Je l'ai regardé. C'est sa 7e année l'année prochaine en NBA. C'est un truc de ouf. Donc non. Énormément de gars qui vont être là. Et enfin, dans 3 ans, de toute façon, ce que tu veux, c'est juste avoir la meilleure équipe possible dans 3 ans. On verra qui ils prennent, on verra ce qui fait plus de sens pour l'équipe aussi. Moi, je suis pas sélectionneur, je suis là pour prendre des rebonds, mettre des écrans et un petit flotteur, c'est tout, tu vois. 2 ou 3 petits flotteurs. Ouais, 2 ou 3 petits flotteurs, tu vois. Mais non, mais à fond. Et je pense si tous individuellement, bien évidemment, on a nos saisons en club qui sont, je pense, la priorité pour tout le monde. Si tous, par contre, on garde Je parle comme si ça fait 15 ans que je suis en équipe de France, c'est génial. Mais si on garde tout ça en tête et on a tous cette perspective de vouloir chercher une or olympique et une or champion du monde, championnat d'Europe, partout, on en rêve. Hein. Nous, on va sur place. Alors, on a vécu des grands moments, mais on a souffert aussi. Hein. Mais on a souffert aussi. Et tu vois, pour te dire quelque chose, j'ai fait les championnats d'Europe U20 quelques années. On a été champion d'Europe en Crète. Ce feeling-là, quand tu gagnes une or, et encore plus quand tu le fais pour ton pays, mais ça te justifie des années de galère, tous les brisqueurs que tu as eu, enfin, c'est incroyable.
incroyable. Et je le souhaite à tous. Je souhaite à tous en tant qu'équipe, en tant que vous aussi, parce que c'est marrant, mais c'est vrai que le cercle média qui nous suit depuis toujours, entre guillemets, enfin, vous êtes aussi dedans, tu vois, vous avez aussi une part dedans, et c'est pour le pays, pour les familles, pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que nous, on vit le truc. Hein. C'est vrai qu'en jeune, les filles, les garçons, dans les grandes compétitions, on souffre énormément. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un semblant de victoire, dès qu'il y a une victoire, quel que soit le niveau, on est toujours très heureux. Les jeux, c'est le paroxysme de tout. Les jeux ont été une période exceptionnelle. Filles, garçons, le doublé comme ça, t'arrives en finale, vivre 2 finales en 48 heures comme ça olympique, c'était... Mais tu sais, ce qui est incroyable, c'est que on a été médaille d'argent, et on en parle comme si c'était une dinguerie qu'on soit que médaille d'argent, tu vois. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve que cette perspective-là, elle est incroyable. Si tout le monde est aussi dégoûté d'avoir une médaille d'argent, c'est parfait. Une deuxième de suite, en plus. C'est parfait. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est clair. Mais tu peux aller... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, t'as raison. C'est incroyable. C'est génial. Maxime, on a fait le taf du métier journaliste. Attends, parce que tu voulais parler de Kylian Hayes, je voulais qu'on parle. Ah, tu veux qu'on parle de Kylian Hayes ? Attends, il est dans son équipe, il est arrivé en cours de saison. Je voulais qu'il me parle d'études. C'est pour ça que j'attrape. Je voulais reprendre mes études, je voulais voir s'il y avait des contacts à Stanford. Prends une bourse alors, gros, parce que sinon ça va pas aller loin. Non, je veux quand même juste qu'on parle vite fait de Kylian Hayes qui t'a rejoint à Sacramento en cours de saison, qui a été garanti, etc., qui a bien fini pour le coup avec les Kings. Raconte-moi un petit peu son arrivée, et puis comment il va ? On le voit de loin, il fait beaucoup de G-League où il fournit, mais en NBA, il a du mal à raccrocher le wagon sur lequel il pourrait s'installer. Comment il va ? Comment ça se passe ? Dans quel état d'esprit il est ? Déjà, il est super cool. En fait, moi, c'était la première fois que vraiment pas la première fois que je l'ai rencontré, mais la première fois on s'est vraiment posé, entre guillemets, tu vois, c'est devenu mon nouveau voisin d'avion. Mais je suis ravi pour lui. Comme tu as dit, ça fait quoi ? Il était avec Cleveland avant, avec les Nets juste avant ça, où il était un petit peu à la recherche d'un rôle dans une équipe, tu vois. Et là, il a pu finir la saison avec nous. Je pense qu'il a montré des super bonnes choses. Ça reste un très bon passeur. Il joue très rapidement. Il est encore très jeune, en fait. Et du coup, il apporte quand même énormément d'énergie à notre équipe. Donc, moi, j'étais ravi de le voir. Ça me fait super plaisir, et même juste d'un point de vue d'avoir des Français dans l'équipe, de pouvoir charrier les autres quand personne n'entend, c'est génial. Mais non, ça me fait super plaisir pour lui, et comme tu as dit, je pense que les médias ont été très critiques de sa carrière aussi, et je pense que tu as des attentes qui sont tellement hautes quand tu es drafté 7ème que naturellement c'est dur d'arriver à ce niveau-là, mais le fait qu'il ait retrouvé une place ici, et que, alors je sais pas si c'est garanti pour l'année prochaine, c'est non garanti, mais en tout cas il est censé être dans le roster, il me semble, je m'en vais trop m'avancer là-dessus. C'est cool, ça lui donne une opportunité aussi, et enfin c'est bien. J'ai une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais peut-être que tu as eu des discussions avec lui. Quel rapport il a aujourd'hui avec la France, l'équipe de France ? Parce qu'on sait que, tu l'as dit à juste titre, on se demande pourquoi il ne rentre pas plutôt en Europe, pourquoi, enfin, beaucoup de gens parlent à sa place et lui disent qu'il devrait faire ça. Quel rapport il a aujourd'hui avec l'équipe de France et les médias français ? C'est une bonne question, je pense qu'il faudrait lui poser directement. Ouais, parce oui, que bon, lui, écoute, il va profite avoir là. la réponse avant, mais je sais pas exactement. Écoute, nous, on l'a récupéré pour cette année et apparemment pour l'année prochaine aussi. Donc, la preuve a été qu'il avait encore une place, ou du moins, il peut encore trouver un rôle en NBA. Donc voilà, je pense que ça reste le goal de tout basketteur d'être dans la plus grosse ligue du monde. Après, s'il fera le choix de revenir en Europe ou pas, je sais pas. Il a passé énormément de temps à Cholet dans sa formation, donc je suis sûr qu'il a une certaine attache quand même. Mais encore une fois... je vais pas te mentir, des choix de carrière des autres, moi j'ai pas envie. Oui, en toute honnêteté, je sais pas. Non, mais je me rendais bien compte en te posant cette question qu'elle était. Et voilà, ou t'avais pas la réponse, ou si tu l'avais, c'est pas à toi de la dire. Non, de ça, en toute honnêteté, j'ai pas de réponse à. J'ai pas de réponse à ça. Tu lui diras qu'il est bienvenu en tout cas. Grave, ici pour parler de tout ça. Donc du coup, là, on a fait le tour, on a fait notre. Maintenant, je veux qu'on découvre un peu aussi qui tu es, parce que la première chose qui va quand on dit c'est un bon basketteur, il y a aussi c'est un étudiant ultra brillant. C'est quoi un étudiant ultra brillant ? Donc t'es un scientifique, on nous disait même que tu aurais pu, si tu voulais, être astronaute. Est-ce que c'est vrai, c'est un astronaute de 2,16 ? Alors, astronaute de 2,16, c'est mort. Voilà, c'est la petite fusée là, c'est mort, tu vois. Mais non, je pense que le profil est un petit peu atypique, tu vois, ne pas rentrer en centre de formation jeune pour rester peut-être dans un lycée à côté qui c'était Henri IV, c'est ça avant, exactement, qui va à fond sur les études, et puis après partir en université. Bon, maintenant j'ai l'impression que c'est la norme entre guillemets avec le NIL, etc., mais il y a 4 ans il y avait peut-être moins de Français qui le faisaient,
et pour le faire dans une université qui est plus reconnue pour le côté études que le côté basket, naturellement, ça pose question. Moi, je me décrirais plutôt comme quelqu'un de curieux et qui aime découvrir, que ce soit dans les classes, etc., mais que ce soit aussi avec les gens, différentes cultures, différents projets, différents backgrounds. Et cette expérience à Stanford, l'expérience basket a été un grand succès, et l'expérience humaine d'autant plus. Donc moi, personnellement, ça a été fou. Est-ce que j'aurais pu être astronaute ou aller à la NASA ou quoi que ce soit? J'en ai absolument aucune idée. J'ai pas mon CV sous la main pour te le dire. Mais c'est vrai que j'avais une certaine attirance pour les maths, pour l'informatique, pour l'astronomie, etc. Et c'est quelque chose qui, je pense, balançait super bien avec le basket, parce que je pouvais tout donner sur le terrain, m'y dédier pleinement. Mais lorsque j'étais dans mes périodes de repos, j'avais pas besoin que ça me suive, et je pouvais vraiment me reposer aussi mentalement et émotionnellement en explorant d'autres trucs. Et je pense que pour tout le monde dans notre vie, on a des projets professionnels et des carrières de passion qui sont super importantes. Vous kiffez le basket, vous kiffez faire ce show-là que vous organisez. Mais d'un autre côté, tu vois, t'as aussi l'aspect familial, amis, etc., machin, en dehors. Et je pense que c'est ça qui te fait un... Est-ce que tu as dû faire un choix, en fait, à un moment donné, parce que t'avais de ce que tu dis, tu sembles avoir des facilités, une curiosité qui aurait pu t'amener à des jobs, j'imagine, assez fous, dans les maths, dans l'informatique, dans l'astronomie, que sais-je. Ou est-ce que tu as fait un choix entre ça et le basket, ou en fait, non, ça a toujours été malgré tout le basket pour toi? Il y a une réalité avec le basket, c'est que je sais pas, tu peux être informaticien à 50 ans, tu peux pas être pro à 50 ans, tu vois. Donc déjà, il y a un temps qui t'est imparti. Et c'est du coup ta vingtaine, et si ton corps marche encore, le début de ta trentaine, tu vois. Bon, après c'était LeBron 41, mais bon, il y en a un seul qui l'a fait, super. Donc moi, j'avais en tête de jouer le basket le plus tôt possible, entre guillemets, pour pouvoir vraiment vivre cette expérience pleinement pendant le plus longtemps possible. Mais maintenant, il y a un truc, c'est qu'en France, très rapidement, on te demande de spécialiser, tu vois. Et tes heures au lycée sont super longues. Et encore plus si tu vas, je sais pas, si tu vas en prépa après, par exemple, il n'y a pas moyen de faire ça et d'être pro à côté. Donc on te demande de spécialiser super vite. Et le truc qui est cool avec le système américain, ou du moins avec les facs américaines, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire les deux. C'est-à-dire que les deux étaient imbriqués l'un dans l'autre, et que du coup, j'avais pas eu à faire de choix, entre guillemets, à ce moment-là. Évidemment, c'est un choix tu quittes ta famille, tu apprends une nouvelle langue, tu fais des études qui, sûrement, t'aurais aimé dormir plus et t'aurais aimé faire d'autres choses. Mais c'est aussi un choix que j'ai fait, moi j'ai kiffé. Maintenant, l'objectif, c'est d'être pro, et ça a toujours été le même. C'est juste que le trajet que j'ai pris pour y arriver est peut-être un petit peu détourné. Au final, on arrive en NBA, ça va. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres facs qui t'ont proposé de les rejoindre autrement que Stanford, qui est, on le dit, un des programmes les plus réputés, pas pour le basket pour le coup, mais pour... Dans le film The Social Network, il est à Stanford. Non, il est à Harvard. Non, eux, ils sont à Harvard, mais comme il s'appelle, qui crée qui est Napster. Napster, il est à Stanford. Il est à Stanford, il me semble. Justin Timberlake dans le film, il est à Stanford. Ok. Ouais, ça va, je sais qu'il est à... Je sais pas, tu dis il, ça peut être... Ça peut être beaucoup de monde en vrai. Mais alors, autant quand j'y suis allé en tant que freshman, du coup, quand j'ai quitté la France, mes parents avaient fait un petit peu une forme de façade, un petit peu un bloc pour me séparer de toute cette attention extérieure, entre guillemets, pour que je puisse me concentrer uniquement, tu vois, sur Charenton, Nanterre et les équipes de France. Et de manière générale, si j'allais partir aux US, ça a été surtout pour avoir une fac qui était aussi bonne académiquement, et on n'en connaissait pas 12 000, donc bon, ça s'est fait naturellement. Et LSU, ils t'ont pas écrit, quoi. Je sais pas trop. Par contre, entre ma 3e et 4e année, on a eu un changement de coach à Stanford. J'étais dans le transfert portal pendant un mois, il me semble. Et là, pour le coup, j'étais numéro 1 du portal. Donc là, tu avais littéralement toutes les facs du pays qui essayaient de t'appeler, de demander, etc. Il y en avait certaines qui ont eu le numéro de mon père, de ma mère, du truc, même mon numéro perso, je sais pas comment ils ont fait. Et là, par contre, oui, là, fallait faire un tri. Donc, tu as déjà un tri qui est en tête. Mais de toute façon, j'ai décidé de rentrer à Stanford. Donc bon, c'était pas... Tu t'es jamais vraiment posé la question, même pendant ce mois-là, de partir faire une dernière année ailleurs? Tu te poses la question quand même, parce que... Olivier Sarr avait fait ça avec Kentucky. Tout à fait, Wake Forest et Kentucky. À fond. Ouais. Et tu te poses une question,
évidemment, avec les NIL, tu as un aspect financier, mais aussi au-delà de ça, tu as des programmes qui vont quand même, de manière naturelle, si tu joues à Duke, l'attention médiatique fait que, naturellement, que ce soit les scouts, les GM, etc., vont porter plus d'attention. Et c'est une réalité. Donc, pour le niveau basket professionnel, ça aurait peut-être plus aidé. Et peut-être que si j'avais fait ça, j'aurais été first round à la place d'être second round. Mais personnellement, j'avais entamé quelque chose avec Stanford. Je voulais vraiment le finir. Pourquoi cravacher pendant 3 ans si tu peux pas obtenir ton diplôme à 4e année? Et au-delà de ça, j'avais vraiment eu un crève-cœur en partant de la France parce que tu laisses ta famille, tes amis, tout ce que tu connais derrière toi. Et après 3 ans, je me sentais enfin comme si j'avais trouvé une nouvelle maison, un nouveau cocon, etc. Et je me sentais pas déchiré encore pour aller quelque part juste pour 1 an. Donc j'ai décidé de rester et de finir proprement, entre guillemets. Et puis je le regrette pas du tout parce que maintenant les relations que j'ai formées là-bas sont c'est des vrais amis, quoi. Ouais. À vie. Ouais. Et au-delà de ça, j'ai une saison all-time aussi, donc bon, c'est pas oui, mal. c'était tout bénéfique. Est-ce que tu faisais partie d'une fraternité? Il y avait un peu de... Ouais, on s'est mis bien, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vraiment. C'est tout ce qu'on imagine. Tu vois, ces mecs-là qui ont des jeans trop larges, des chemises à rayures et qui ont des abdos incroyables, là, comme dans American Pie. Mais tu me décris vraiment bien. Non, mais c'était cool et à fond et l'aspect social était absolument incroyable, mais ouais, c'est vrai que ça reste un autre monde quand même. Mais oui, on connaît pas ça. Mais alors, franchement, comparé à on la ne connaît France, pas ça. non, mais Nous, c'est c'est notre rêve de jeune fille, à Thomas et moi. Non, c'est la night sur les campus. Raconte-nous un peu. Ce que tu peux nous raconter, mais raconte-nous. C'était notre rêve. C'était. Non. Toujours. Non, mais c'est vraiment, c'est comme les films, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, mais la bière dans les grandes pailles en plastique et tout, là. Professionnel, moi, tu connais. Avec modération, les amis. Bien sûr, toujours. Mais non, ce qui était vraiment cool avec les gens de Stanford, et d'autant plus de ma fraternité, c'est que ils ont une idée en tête et ils vont le faire. Et c'est-à-dire que il y a des jours, il y a des mecs qui disent, mais tu sais quoi, en fait, on a la plage qui est à 1h20 de là où on est. Ben, on est samedi soir et tout le monde va y aller là-bas et on va faire un maxi camping sur la plage et ça va te faire le meilleur team building. J'ai fait du saut en parachute avant entre ma junior et senior year, mais j'aurais jamais fait ça si j'étais resté en France parce que juste les mecs sont tarés. Entre guillemets. Mais t'avais ton gars derrière toi là? T'avais le gars qui... Ouais. Ah, mais c'est un t'avais truc les de jambes fou. qui dépassaient comme ça c'était terrible. Hein. C'est trop bien, une vidéo de fou de ça d'ailleurs. Mais c'est moi ce que j'ai le plus kiffé, c'est que vraiment une fois qu'ils avaient une idée en tête, tu vois, ça se passait. Et ils voulaient le faire et je pense que en tant que jeune gars, t'es avec tes potes, etc., machin, et t'es avec tes coéquipiers, etc., et que t'as envie d'expérimenter n'importe quoi dans la vie, bah, ils le font, tu vois, et t'as les ressources pour le faire là-bas. Parce que bon, je sais pas, c'était quoi le nom de ta fratrie? SIGEP. Fraternité. Sigma Phi Fraternité aux fratries, ouais. Ouais, c'est pareil, mais c'est cool, et puis... Tu retournes sur le campus un peu? C'est bon, ouais, j'y retourne beaucoup, j'ai pas mal d'amis qui sont encore là-bas, ou j'ai aussi des amis qui font des masters ou des trucs. Et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est si j'ai des off days ou si on a un week-end complètement off, tu t'entraînes le samedi matin, tu descends, parce que du coup, c'est 2 heures de route en fait. Je descends, je passe le samedi après-midi là-bas, j'ai un ami qui me laisse dormir sur sa chambre d'amis, et le dimanche matin, je remonte. Donc c'est génial, tu vois un petit peu tout le monde, où ils en sont. T'en as certains qui sont partis, je sais pas, en Espagne, aux Philippines, au machin. T'en as d'autres qui sont en train de bosser à New York, à San Francisco. Mais on se retrouve tous là-bas. Et je pense que c'était aussi un des bénéfices cachés de rester à Sacramento. C'est que j'étais quand même localement très près de tout le monde. Et ça te fait sentir comme si t'étais encore en famille, tu vois. Et du coup, pour ça, c'était incroyable. Maxime, la dernière question un petit peu de cette longue interview, tu nous as régalé. C'est quoi le projet un petit peu de cet été à part aller chez le coiffeur? Gros, la coupe Lolo Forest. Alors c'était un grand joueur. Fois, hein. Donc la dernière fois, on me dit ouais, ton développé couché, il est pas ouf. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, j'ai demandé combien. Non, mais je sais exactement où t'es allé avec ta question. Donc, oui, le coiffeur, ça va arriver d'ici fin de semaine. Non, mais quand on a la chance, quand on a la chance, la crinière, je suis très jaloux. Quand on a la chance d'avoir des beaux cheveux comme ça, merde, fais-en quelque chose. Non, quoi. mais J'ai pas le temps, c'est un joueur NBA. Ils ont que ça à foutre, les mecs. Après, tu sais que
Non, mais attends, c'est incroyable ça. Non, mais je me suis fait charrier un petit peu. Il y a un jour, j'ai essayé de ramener un bandeau à l'entraînement. Ils m'ont bisu, je pouvais plus. Bref. Mais non, il y aura un arrêt chez le coiffeur, c'est sûr. mais au-delà de ça, les équipes de France, on en a parlé, etc. Mais je pense bosser sur mon corps, pas mal. 82 matchs, c'est long. Il y a des moments où tu as vraiment des creux d'énergie et réussir à maintenir toute une saison, ça va être l'objectif pour l'année prochaine. Être un petit peu plus explosif, que ce soit tu vois, latéralement, verticalement. Et après, comme on en a parlé avant, maintenir ce qui a marché et améliorer en ajoutant des petits trucs en plus de ça. Il y a mon PD coach Chris Darnell avec qui je bosse à Sacramento que je vais retrouver très bientôt en mai pour bosser, et on a la off-saison est longue en fait, j'avais pas réalisé mais c'est quoi, c'est 4-5 mois quasiment par rapport à la NCA, ça par n'a rapport à rien à la voir. NCA, parce que nous on s'entraîne tout l'été avec le club, on a cours, etc. Donc là on va avoir beaucoup de temps pour bosser là-dessus. Et en même temps ça va être une première, donc je vais voir comment je me débrouille, comment l'organisation se passe. Peut-être je vous ferai un petit récap. Voilà. Oui, voilà. Max, n'oublie pas de bosser à la défense. Hein. La défense, n'oublie pas ça. Les dépassements latéraux. Ah, le switch. Non, mais Il va vite le meneur là. Ouais, il va vite. C'est vrai qu'ils vont vite. Hein. Après, c'est vrai que son exemple, c'est Sabonis dans son équipe. C'est vrai que. Bon, mais je sais que tu vas tellement progresser quand t'auras. on vient de faire ce qu'il fait, mais il se tartine pendant tout l'entraînement. Voilà, c'est ça, ouais, voilà, là, on y allait. Là, c'était là, t'étais bien. Et puis on finit quand même sur. Non, J'ai dit, on vient de passer une très bonne heure, mais il va partir fâché. Non, mais c'est important. Non, mais c'est vrai que je m'y engage parce que c'est génial. Si offensivement, t'as déjà un talent qui est présent et que t'as encore un potentiel qui est ouf, et que défensivement t'as tellement plus de taf à faire, ça veut aussi dire que tu vas progresser défensivement beaucoup plus rapidement, et si tu refermes ce gap défensif, d'un coup en fait tu rentres dans une autre stratosphère, tu vois. Donc ouais, à mort. On va te suivre. Bien sûr, on va avoir l'œil sur toi, on te fera des retours aussi défensivement. Là, sur la rotation, Maxime, tu t'importes. T'imagines la relation catastrophique. Bloqué. Maxime, merci, tu nous as régalé. Merci. On savait qu'on allait s'amuser, mais vraiment merci pour tout. Profite bien de la France avant de retourner t'entraîner à Sacramento, puis on espère te voir avec l'équipe de France cet été pour commencer. Et puis on l'a dit, hein, l'avenir est radieux pour toi. Merci Maxime. Merci à Comsport et à Omar évidemment toujours de nous proposer les joueurs. Et puis nous on se retrouve maintenant pour un nouvel entretien. Bien sûr. Allez, merci à tous. ciao.